projet, donc la production. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci à Sébastien pour l'invitation. Nous sommes donc de Joby Joba, une société bordelaise basée à Pessac exactement. Je suis ce soir accompagné de Justine, qui est data scientist chez Joby Joba, et moi je suis Jérémy, en charge de la data science chez Joby Joba. On va vous parler ce soir du CV Catcher. C'est un produit qu'on développe depuis 2 ans maintenant. Et vous allez voir qu'on va évoquer des problématiques de NLP, de machine learning appliquées à la compréhension de CV et d'offres d'emploi. On va faire l'exposé en 2 temps. Moi, je vais d'abord vous présenter Joby Joba, les différentes problématiques et aspects de la société. Et ensuite, Justine vous présentera un petit peu plus en détail le CV Catcher, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans les dessous de la machine, et surtout, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir évaluer nos algorithmes, les optimiser et pouvoir réussir à avoir des performances convenables sur notre produit. Alors, Joby Joba, c'est une société donc implantée à Bordeaux qui existe depuis plus de 10 ans. On a fêté les 10 ans l'an dernier. À l'origine, Joby Joba est donc un agrégateur d'offres d'emploi. C'est donc un site internet qui est censé recueillir, collecter quasiment toutes les offres d'emploi que vous pouvez trouver en ligne. Historiquement, donc, on s'est implanté en France, mais vous allez voir aussi qu'on est présent dans d'autres pays. La force, je dirais, et l'idée initiale de la société a été, en plus de proposer un service aux chercheurs d'emploi, de pouvoir collecter de la data, puisque à l'époque, notre fondateur Thomas Haller était visionnaire et persuadé que la data emploi aurait un grand intérêt à jouer dans les années à venir, et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec une vraie révolution digitale du marché de l'emploi. La société s'adresse aujourd'hui à tous les acteurs de l'emploi, d'abord par son moteur de recherche, donc on s'adresse directement aux chercheurs d'emploi, aux candidats. On a également toute une entité qui s'adresse aux décideurs économiques et politiques. On propose, vous le verrez un petit peu plus tard, des plateformes emploi qui s'adressent aux mairies, aux régions, aux collectivités. Dans cette entité, on propose également des études. Là, il y a plus un aspect socio-économique de toute la data emploi qu'on peut exploiter. On utilise bien sûr aussi des sources externes avec tous les portails maintenant open data. Et enfin, on a un 3e volet qui s'adresse cette fois aux recruteurs, où on va proposer des solutions innovantes, dont le CV Catcher qu'on vous présentera juste après. Quelques références avec lesquelles on travaille. Donc vous allez voir, il y a des sites emploi institutionnels comme Pôle emploi, l'APEC, des job boards comme Monster, Région Job. On travaille avec des observatoires comme l'OPIEC. Donc là, c'est des observatoires de métiers, des observatoires de branches, qui sont en partie responsables de budgets, de formation à attribuer à des personnes qui ont des besoins financiers notamment, pour pouvoir envisager des reconversions ou des formations professionnelles tout simplement. On travaille avec des mairies, avec des régions, des collectivités. On travaille également avec des sociétés comme EDF, Carrefour, Casino, donc plutôt des grands comptes dans le cadre du CV Catcher. Et on travaille également avec des cabinets de recrutement comme Michael Page, Page Personnel ou Manpower, qui ont adopté la technologie CV Catcher depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Alors je vais vous présenter rapidement les trois services proposés par Joby Joba. Le premier, c'est bien sûr le moteur de recherche, l'agrégateur, qui s'adresse aux chercheurs d'emploi. Vous avez peut-être déjà vu le site, quelqu'un a déjà été sur Joby Joba? Oui. Donc l'idée de ce site, c'est qu'il soit totalement gratuit. C'est un des principes fondamentaux sur lequel a été construite la société. Totalement gratuit pour les internautes et disponible sur n'importe quel type de plateforme.
Le business model qu'il y a derrière, il est assez simple. On propose des offres, on a des partenariats avec les différents job boards, et au moment où l'internaute va cliquer sur une offre d'emploi, le job board nous reverse une rétribution. Quelques chiffres sur l'activité du site. En France, on recense en moyenne 2 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est assez conséquent pour un site emploi. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans le top 5, top 10 des sites emploi français. On travaille donc avec 400 sites partenaires sur la France, donc des job boards. Au niveau mondial, on monte à 900 sites partenaires. On a une base de données utilisateurs de plus de 600 000 comptes. En termes de comptes actifs, on peut considérer qu'on est autour des 400 000 comptes actifs tous les mois. Donc vous pourrez facilement imaginer qu'en termes de data et de connaissance du marché de l'emploi, c'est un atout considérable. Et juste en termes d'usage, on arrive à créer un compte utilisateur en moyenne toutes les 30 visites. Le site est présent dans 14 pays, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on a majoritairement des pays européens, mais on a également un Jobijoba Mexique, Brésil, Australie par exemple. Juste en termes de volume d'offres d'emploi qu'on va pouvoir agréger et rendre disponibles tous les jours sur notre site, en France, on est en moyenne autour de 800 000, 1 million d'offres disponibles tous les jours sur notre site emploi. Italie, Allemagne, Russie, vous pouvez voir que dans chacun des pays, on a quand même des volumes assez importants d'offres d'emploi. La deuxième entité de la société, comme je vous disais tout à l'heure, s'adresse aux collectivités, aux décideurs, on peut appeler ça comme ça de façon générale. On va proposer, là cette fois, des homologues de Jobijoba, mais vraiment construits et personnalisés pour les collectivités. Donc on va proposer une interface qu'on va pouvoir mettre aux couleurs d'une collectivité, d'une région, d'une mairie. Vous pouvez voir quelques références ici aussi en bas. L'idée, c'est de vraiment proposer un service pour mettre en avant l'économie locale, l'emploi local, que ce soit au niveau des recruteurs, au niveau des collectivités, des organismes d'aide et des chercheurs d'emploi, bien évidemment. Aujourd'hui, on a plus de 45 plateformes emploi qui ont été lancées depuis 2 ans. On a plus de 12 000 offres d'emploi qui ont été déposées directement sur ces plateformes par les recruteurs. Et enfin, on a un peu plus de 30 000, maintenant bientôt 35 000 comptes de chercheurs d'emploi qui ont été créés via ces plateformes. Donc ça fait partie de vecteurs, de catalyseurs importants pour là aussi agir sur le marché de l'emploi. On propose également des observatoires, des baromètres et des études dans le cadre de cette entité Jobijoba Institute. Donc là, on va travailler avec le ministère de l'Emploi, l'ADARES, qui est l'organe statistique du ministère de l'Emploi, où on va pouvoir exploiter les données directement fournies par l'INSEE. On propose des observatoires dynamiques, donc là c'est une interface web où vous pouvez naviguer, filtrer et recueillir des datas sur tout un tas de métiers, ou de secteurs de métiers, ou de branches de métiers. Donc bien sûr, là on exploite les datas de Jobijoba en termes d'intitulé métier, de compétences, il y a une notion temporelle aussi qui est très importante, ce que vous pouvez voir sur le deuxième graphe. On va pouvoir monitorer finalement l'évolution du marché en termes de métiers ou de compétences qui vont être en émergence ou en déclin, et pouvoir justement adapter ensuite les politiques de formation, que ce soit dans des organismes de formation ou même au niveau des universités et des écoles, pouvoir proposer des nouvelles filières en fonction des besoins du marché directement. On propose aussi des études papier. On a travaillé avec des think tanks comme Terra Nova. On a travaillé aussi avec le groupe Sud-Ouest pour pouvoir proposer du contenu dans la rubrique Sud-Ouest Éco. Enfin, la troisième partie de la société, ça va être notre sujet ce soir, s'adresse aux entreprises, aux recruteurs. Où là, l'idée, ça a été, après 7-8 ans de vie de la société, de se dire, bon, on a proposé des services pour les chercheurs d'emploi, en essayant d'amener de la transparence vraiment dans ce marché de l'emploi, de le fluidifier en quelque sorte. Maintenant, il restait une section qu'on n'avait pas encore adressée, c'était les recruteurs. Donc on a eu pas mal de réflexions pour essayer de comprendre quels étaient les points bloquants des processus de recrutement aujourd'hui. Et on s'est aperçu que parmi les témoignages qu'on a pu recueillir, le fait qu'il ressortait
très souvent, c'était que les candidats, bien souvent, abandonnaient leur démarche quand ils arrivent dans un site emploi, quand il y a une notion d'engagement finalement. Les recruteurs ou les personnes qu'on a pu rencontrer témoignaient que les candidats abandonnaient à cause de procédures un peu lourdes, à cause d'engagement pour devoir fournir des données personnelles, ce genre de choses. Donc l'idée, ça a été de réfléchir à comment proposer une nouvelle façon en termes d'usage de pouvoir déposer une candidature et surtout de pouvoir se voir proposer en retour des offres d'emploi. C'est ce qu'on a pu faire il y a maintenant 2 ans avec le CV Catcher, qui est donc une technologie, vous allez le voir, qui permet d'uploader ou de déposer par un simple drag and drop un CV sur un site carrière ou sur Jobijoba, vous avez exactement le même service. Il y a toute une analyse personnalisée qu'on va détailler tout à l'heure. Et ensuite, on a des algorithmes de matching qui vont être capables, en temps réel, de vous proposer des offres qu'on va considérer adaptées à votre profil. Qui dit matching dit forcément que de l'autre côté, on a aussi été capable d'analyser le contenu des offres, de transformer ces textes bruts en informations structurées de manière à pouvoir adresser des requêtes et proposer des résultats pertinents pour nos candidats. Un petit point sur l'analyse sémantique. Donc la société existe depuis un petit peu plus de 10 ans, on l'a dit. La force, je dirais, de cette longévité, c'est de pouvoir avoir une réelle expertise aujourd'hui des méthodes d'analyse textuelle. Au départ, on a construit le moteur de recherche sur de l'analyse sémantique, je dirais, assez basique, assez rudimentaire, pour arriver progressivement à des couches de machine learning et en développant surtout des librairies vraiment personnalisées, fait maison. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec Sébastien, c'est que tout ce qu'on va vous présenter ce soir, ce sont des choses qui ont été développées au cours du temps chez Jobijoba. Je vais passer directement à une petite démo, vous allez voir comment fonctionne l'outil aujourd'hui. Alors, je vous représente Justine. Donc on va partir de son CV. Donc Justine est aujourd'hui data scientist chez Jobijoba depuis 2017. Avant cette expérience, elle était ingénieure de recherche chez Zacus et NP6 sur Bordeaux. Encore avant, ingénieure logistique, supply chain chez Disney. En termes de compétences, qu'est-ce qu'on va vouloir retrouver? On va vouloir retrouver des compétences liées directement à du machine learning ou à de la data science de manière générale. Donc vous pouvez voir qu'on a des technos comme Elasticsearch, Mongo, Hadoop, Python, Java, R, Shiny, le pack assez classique qu'on retrouve aujourd'hui. Mais aussi, il y a des compétences un petit peu plus particulières. Je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement. Ici, on va voir mathématiques, statistiques, physique, économie, analyse et traitement d'images, supply chain et recherche opérationnelle. Donc ça, c'est les éléments qu'on va vouloir retrouver au travers de l'analyse faite par le CV Catcher. J'ai synthétisé ça un petit peu en haut sur la gauche. Alors, c'est là qu'il faut que ça fonctionne pour de vrai. Est-ce qu'on va avoir le fameux effet démo? Hop, il est où mon écran? Là. Donc là, vous êtes sur un espace de démonstration du CV Catcher. Tous nos CV Catcher, y compris ceux en production, sont hébergés sur nos serveurs. On met ces espaces à disposition sur les espaces recruteurs de nos clients. Et donc là, je vais chercher un CV, celui de Justine qu'on vient de voir à l'instant. Je l'upload. Donc là, je passe par la 4G de mon téléphone. C'est possible que ce soit un peu plus lent que ce qu'on arrive à avoir en vrai. Mais avec un peu de patience, on va voir les résultats. N'hésitez pas à nous interrompre d'ailleurs pendant l'exposé si jamais il y a des questions à la volée. On va faire ça en mode interactif, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça y est, l'analyse a été faite. Donc vous pouvez voir, tout d'abord dans la colonne de gauche, qu'on a été capable de reconnaître 3 métiers qui sont ordonnés dans cette liste-là par ordre d'importance, que les algos d'extraction ont jugé être comme plus important. C'est donc le métier de data scientist. Vous avez pu noter tout à l'heure qu'il était en intitulé du CV, en plus de la première expérience. Ensuite, on a
un poste d'ingénieur logistique et ensuite de manager supply chain. Au niveau des lieux, vous avez là la ville de Bruges qui a été repérée puisqu'elle était dans l'adresse de Justine tout à l'heure. Si je décide d'ajouter la ville de Bruges dans mes critères pour pouvoir avoir les offres, vous voyez de suite qu'on a des offres à Bordeaux, à Bruges, en Gironde qui apparaissent. Vous avez des filtres qui sont utilisables mais qui ne sont pas pris en compte automatiquement pour les types de contrats recherchés. Et ensuite, il y a toute la partie compétences qui ont pu être extraites du CV. Donc là, dans les compétences, vous voyez qu'il y a deux catégories de compétences, les blocs bleus, les blocs gris. Les blocs bleus sont simplement des compétences qu'on a réussi à extraire du CV. Les blocs gris sont des compétences suggérées à l'aide d'un moteur de recommandation. Dans les compétences en bleu, vous voyez en haut qu'on a Python, modélisation, R&D, économie, anglais, statistiques, mathématiques, R, algorithme, Java, AI, marketing. On est sur des choses qui ont l'air plutôt cohérentes par rapport à ce qu'on a vu sur le CV de Justine. Et ensuite, on a des compétences suggérées qui là peuvent être un petit peu plus aléatoires, même si ce n'est pas vraiment le cas. Ces suggestions-là sont faites par rapport au stock d'offres disponibles. Donc elles vont être vraiment variables pour pouvoir vous proposer des offres raccord avec votre profil. On ne va pas faire de la simple recommandation parce qu'on sait que Java, par exemple, est proche de Python. Si on n'a aucune offre Java, on n'a aucun intérêt à vous proposer une compétence de Java. C'est pour ça que vous pouvez avoir des choses un petit peu moins cohérentes par moment. Au niveau des offres, on vous propose donc une offre d'emploi, et là, d'un point de vue utilisation, l'internaute n'a plus qu'à cliquer dessus. Il repasse par le portail JobJoba, et normalement est censé arriver sur une offre d'emploi à laquelle il peut postuler. Soit sur un job board, comme ici les jeudis, soit directement sur un site carrière d'entreprise. Je reviens à ma présentation, qui est ici. C'est bon. Voilà. Donc ce CV Catcher, il est aujourd'hui déployé en production chez une vingtaine de clients, dont des grands comptes que vous avez pu voir tout à l'heure. On a également des versions multilingues sur lesquelles on est en train de travailler. Et maintenant, on va juste aborder, avant que je donne la parole à Justine, à quelques problèmes rencontrés au travers des développements qu'on a pu avoir depuis la mise en place de ce CV Catcher. Tout d'abord, des problématiques liées aux terminologies de métier qui finalement ne sont pas du tout figées dans le temps. Elles évoluent sans cesse. Vous pouvez voir aujourd'hui des métiers comme DevOps, Chief Data Officer, Chief Happiness Officer même, qui sont des métiers qui n'existaient pas ou dont on n'entendait pas parler il y a encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le métier de Data Scientist, il y a quelques années, on parlait de Data Miner, de statisticien, on ne parlait pas de Data Scientist. Donc toute cette évolution finalement des terminologies du marché, il faut qu'on soit capable de la prendre en compte et de l'intégrer dans nos outils. Il faut savoir, Justine vous en parlera après, que toutes les reconnaissances métiers sont construites, sont basées sur des références, sur des thésaurus, on va appeler ça, où on va aller essayer d'étiqueter des termes dans un texte en disant, voilà, ça on a reconnu qu'il s'agissait de tel métier. Autre problème rencontré, des choses un petit peu plus classiques en sémantique, des problèmes liés aux stop words. Il faut qu'on soit capable, par exemple, pour un métier de technicien de maintenance, il apparaît tel quel dans notre référentiel. Par contre, il apparaît très souvent dans les offres en tant que technicien maintenance. Des exemples comme ça, on en a des milliers. Donc il faut être capable de savoir jouer avec les différentes façons d'apparaître des métiers, les différents synonymes que peuvent avoir certains métiers. Ensuite, on a un problème un petit peu plus complexe, qui est de pouvoir écarter des expressions non significatives. J'ai choisi un exemple d'une offre d'emploi actuellement disponible sur Pau, une offre d'emploi de technicien de maintenance gaz, où vous allez voir apparaître dans le texte, directement rattaché au responsable d'agence, votre mission est de répondre, etc. Donc là, il faut qu'on soit capable de comprendre que le métier dont il s'agit, c'est bien technicien de maintenance,
et pas responsable d'agence. Donc ça fait partie de petits problèmes d'ambiguïté à savoir résoudre. Et aujourd'hui, on a des méthodes pour pouvoir faire le tri et correctement étiqueter le texte qu'on reçoit des CV ou des offres d'emploi. Ensuite, on a aussi des ambiguïtés liées aux noms et aux identités des personnes. Vous avez très souvent des gens qui ont des noms avec des intitulés de métier inclus dans leur nom. Typiquement, Valentine Boucher ou Timothée Couvreur ont même été étiquetés dans les premières analyses comme Boucher et Couvreur. Voilà, donc ça aussi, il faut qu'on soit capable d'avoir des méthodes aujourd'hui de reconnaissance des blocs dans les CV où on va être capable de dire, bon bah si j'ai l'expression Valentine Boucher qui a été extraite d'un bloc d'identité, on ne va pas utiliser cette expression pour une reconnaissance de métier, par exemple. Voilà, je vais laisser la parole à Justine, qui va maintenant vous parler donc, du CV Catcher un petit peu plus en détail, qui va détailler un extracteur de métier. Quelques problématiques liées à la mesure, ça va être vraiment le point important de l'exposé de ce soir. Comment mesurer les performances des différents algorithmes dans une chaîne finalement assez complexe, en production et en environnement de staging. Et ensuite pouvoir apporter des améliorations, des optimisations, là aussi mesurées, et pouvoir ensuite itérer sur ces différentes phases. Je te laisse la parole. Comment ? Oui, c'est vrai. Bravo. Donc maintenant que Jérémy nous a présenté le produit, qu'est-ce qu'il fait, je vous propose de regarder un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne derrière. Ici, vous avez le résumé de l'architecture en fait, du CV Catcher avec notre utilisateur qui va déposer son CV. Donc on prend différents formats, ça peut être un PDF, un document Word, une image même. Tout ça, donc le CV est uploadé, ça rentre en fait dans vraiment la chaîne de traitement où là, on a construit ça de manière à ce qu'il y ait différentes étapes qui s'enchaînent. Donc on démarre par du pré-processing du texte et puis après, différents blocs qui vont aller chercher à reconnaître les compétences, les métiers, où habite la personne, essayer éventuellement de prédire le salaire auquel il peut prétendre à partir du profil de ce qu'on a compris, etc. Toute cette partie-là, ça va se nourrir d'un certain nombre de ressources. Comme Jérémy l'a dit, on a des thésaurus, on a des modèles, enfin différentes choses dont on va avoir besoin pour alimenter cette chaîne. Donc tout ça, c'est fait en direct au moment où la personne upload son CV, c'est quand ça tourne. Il y a aussi à peu près la même chose qui est faite au niveau des offres d'emploi. Ça, c'est fait par batch 2 fois par jour. Et donc, on a des offres d'emploi brutes qui nous arrivent. Ça passe dans le même genre de chaîne. Et on stocke l'offre d'emploi analysée dans laquelle on a extrait le métier, le lieu, la rémunération, l'entreprise qui propose l'emploi, les compétences demandées, etc. Et du coup, quand la personne arrive et qu'on a pu analyser son CV, on a une étape de matching qui est faite entre les deux pour proposer les offres qui correspondent. Et tout ça, ça nous amène sur la page que vous avez vue tout à l'heure. Donc ça, c'est le schéma global. Avant de rentrer plus dans le détail d'un worker, d'une partie d'extraction, je voulais juste rappeler un peu de vocabulaire pour les gens qui ne seraient pas forcément au quotidien dans le NLP. Donc je vais vous parler de token. Tokeniser une phrase, en fait, c'est la découper en entités élémentaires, donc grosso modo des mots. Je vais vous parler aussi de stemmer et de lemmatiseur. Ça consiste en fait à réduire un mot pour le ramener à sa racine. Par exemple, c'est trouver l'infinitif d'un verbe à partir d'un verbe conjugué. On entend souvent les deux terminologies. La différence, c'est que le stemmer, souvent, il tronque les mots. On va supprimer les suffixes et voilà, tronquer le mot et du coup, la racine qui nous reste n'est pas forcément elle-même un mot. Alors que le lemmatiseur va fonctionner différemment et va vraiment ramener un mot un peu complexe, je dirais, au mot originel. Donc là, on a vraiment l'infinitif pour le verbe conjugué, le masculin singulier pour un mot féminin pluriel, etc. Mais ça revient à faire la même chose, à avoir un peu un mot de base. Je vais vous parler également de chunk, où pour nous, ce sont des groupes de tokens qui vont correspondre à une expression qui fait sens, donc typiquement un métier. C'est plusieurs tokens, mais c'est une seule entité. Et de matchers, qui sont les outils qui nous permettent d'aller retrouver ces chunks dans les textes que l'on a.
N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Ici, je voulais vous montrer comment fonctionne un extracteur, notre extracteur de métier. En fait, vous avez vraiment deux parties. En haut, il y a la partie analyse sémantique pure, qui prend le texte en entrée, qui va le découper en tokens. On va chercher à extraire des expressions candidates qui vont être des métiers potentiels qu'on pense avoir reconnus dans le texte. Et là, on passe à une deuxième partie qui, elle, va être plus machine learning, où pour chacune des expressions candidates qu'on a repérées, on va calculer un certain nombre de features et donner tout ça à un modèle de classification qui va nous permettre de dire bah oui, c'est un métier, je le conserve, ou non, là, dans ce contexte-là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas un métier. Donc là, typiquement, le mot serveur qu'on pensait avoir reconnu, vu le contexte, la personne n'est pas serveur, c'est juste qu'elle a travaillé sur des serveurs. Donc on a la deuxième partie, plus le machine learning, qui a aussi une étape d'agrégation et on va calculer des scores qui nous permettent après d'ordonner les métiers comme on l'a vu tout à l'heure dans le profil, selon ce qu'on a compris du CV de la personne. Voilà. Et pour entrer encore un peu plus en détail sur comment ça fonctionne dessous, donc nous on a choisi de développer notre outil en Python. On se sert de librairies existantes, mais on a customisé beaucoup de choses. En fait, on s'est inspiré d'une librairie qui s'appelle Spacy, qui est parmi les librairies assez classiques de NLP en Python, où en fait vous avez des documents, on représente l'information sous forme de documents. Un document, c'est une suite de tokens, et chaque token a des attributs qui vont nous permettre de le caractériser. Donc typiquement, est-ce que ce token est un stop word, donc est-ce que c'est de, du, de, l'aller, etc. Quelle est la racine du mot une fois qu'on a lématisé, etc. On a toutes ces informations sur chacun des tokens. Par contre, si on a repris l'idée, on a développé nos tokenizers custom parce qu'on avait besoin de séparer le texte qu'on avait de manière logique, vu qu'on travaille avec des CV. Par exemple, pour nous, un numéro de téléphone, c'est important de le garder en un seul bloc, ou un code postal, c'est aussi important de le garder en un seul bloc, même si la personne a mis 17 800. Parce que tout ça, c'était plus logique vu qu'on traitait des CV et que ça nous intéresse de récupérer ce genre d'informations. Idem pour la partie stemmer. On utilise un snowball stemmer implémenté dans la librairie PyStemmer, mais derrière, on l'a customisé aussi pour ajouter des exceptions, parce qu'il y a des expressions, des mots qui ont un sens dans le domaine de l'emploi, comme 5S, comme Redis, qui sont des compétences, et qu'on ne veut pas stemmer, qu'on ne veut pas confondre avec, par exemple, le verbe redire, corriger, parce que Redis, c'est quelque chose vraiment important quand on travaille avec Redis. Voilà. Dans ce qu'on utilise, on a aussi donc des chunkers, où là, on est parti sur l'utilisation de trier, où c'est une structure de données qui permet de stocker principalement, enfin c'est surtout utilisé pour stocker des chaînes de caractères. Et ça se présente sous la forme d'un arbre en fait, où chaque nœud ça va être un petit bout de mot. Et ça c'est intéressant pour nous parce que déjà vous avez un gain de place par rapport à stocker tout ça dans un set ou quoi, parce que les chaînes de caractères qui ont des lettres en commun eh bien, partagent des nœuds, donc vous ne stockez qu'une fois l'information. Et c'est aussi assez rapide de faire des recherches dedans si vous passez par des préfixes, puisque vous n'avez plus qu'à suivre le chemin dans votre arbre et vous avez tous les mots qui partagent un préfixe. Donc ça, c'était particulièrement intéressant et on utilise pour ça une librairie Python qui s'appelle Marissa Trivet, qui l'implémente très bien. Et par contre, le matcher, donc l'outil qui va se servir de ça pour aller vraiment chercher les expressions dans le texte, ça, pareil, c'est un algo perso qu'on a développé et qui fait usage de tout ce qu'il y a au-dessus. Côté NLP, on utilise aussi des thésaurus, comme Jérémy l'a dit. Donc, par exemple, on a un thésaurus de métier, un thésaurus de compétences, un thésaurus d'entreprise également. On a fait en sorte de pouvoir les générer assez facilement et de bien gérer en tout cas, pas trop compliqué, gérer les synonymes. Par exemple, développement Java, programmation Java, c'est la même chose. Il faut que ça corresponde dans le thésaurus.
Donc on a une partie sur ça, et on a également une partie où on se sert de word embedding. Donc par exemple, on a réappris un modèle Word2Vec avec la librairie GenSim. Donc c'est une représentation vectorielle de mots. On a réappris un modèle sur notre thésaurus de compétences à partir d'un corpus d'offres d'emploi et de CV. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté à des textes qui parlent du domaine de l'emploi. Parce qu'il existe des modèles préappris, mais ils ont été appris par exemple sur Wikipédia ou sur des articles de presse. Et la représentation ne nous intéresse pas forcément, alors que le fait de les réapprendre sur un corpus de texte, qui est le genre de texte qu'on traite tous les jours, ça nous permet de se servir de ce modèle pour par exemple faire de la suggestion de compétences, ou alors d'aller augmenter nos thésaurus. En gros, chaque mot a une représentation dans un espace. Vous connaissez certains mots, mais vous n'avez plus qu'à aller regarder quels sont les mots que vous ne connaissez pas encore, mais qui sont à proximité, parce que potentiellement, ça va être des expressions, des mots qui vous intéressent et qui sont en lien avec ce que vous connaissez déjà. Et c'est comme ça que de manière itérative, on peut enrichir nos thésaurus avec justement toutes les nouvelles terminologies qui apparaissent régulièrement dans les offres d'emploi et les CV. Donc une fois qu'on avait toute cette machine qui roulait, assez rapidement se pose la question de la pertinence. Est-ce que ce que j'ai développé c'est performant? Est-ce que c'est intéressant? Donc si on reprend le schéma qu'on a, on a donc toute une partie extraction d'informations des CV, toute une partie extraction d'informations dans les offres. Une fois qu'on a tout ça, on fait un matching entre les deux, et finalement, quand on est sur notre page, on se retrouve avec d'un côté toute une zone qui va concerner le profil du candidat, et là, ça va impacter directement le ressenti de l'utilisateur sur notre outil. Est-ce qu'il trouve ça pertinent? Est-ce qu'il se reconnaît? Est-ce qu'il va continuer à utiliser le service? Et toute une autre partie qui est sur les offres qu'on lui affiche. Ben là, de même, est-ce qu'il trouve son compte? Ça va impacter son usage. Est-ce qu'il va avoir envie de postuler ou pas du tout? En fait, c'est tout ça où il a fallu qu'on se pose et qu'on se dise, bon, bah, avoir un outil pertinent, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'on veut être capable de s'évaluer, mais qu'est-ce qu'on cherche à évaluer précisément? C'est quoi mesurer la pertinence de notre outil CV Catcher? De là est ressorti différents besoins. Le premier, c'était d'être capable d'aller mesurer chacune des briques de la chaîne que je vous ai montré au début. Puisque c'est un process qui se fait vraiment en plein d'étapes, et ben on va avoir envie de savoir chaque étape, comment est-ce qu'elle fonctionne, pour identifier celles qui sont les moins performantes, celles sur lesquelles on a le plus intérêt d'aller travailler. Et on a choisi de commencer à regarder surtout la pertinence des étapes, reconnaissance de métier et reconnaissance de compétences. Parce que finalement, quand on fait le matching avec les offres, ce sont les deux informations qui vont être le plus utilisées. Donc, c'est là qu'on n'a pas envie de se tromper. Ensuite, on s'est dit, bon, on va avoir un outil qui soit capable de simuler la prod, mais qui ne soit pas la prod, pour pouvoir faire nos petits tests sans déranger tout le monde. Et surtout, être capable d'aller récupérer chaque état intermédiaire pour vraiment observer ce qui se passe pas à pas et pouvoir intervenir dès qu'on voit quelque chose qui commence à dériver. Et aussi être capable de comparer différentes versions. Quand on teste des choses, on va pouvoir tester différentes choses en parallèle, pas faire nos entraves à chaque fois. Et enfin, on a fait en sorte que cette plateforme de mesure, on puisse avoir du reporting à la fin qui va nous permettre de faire nos analyses et de décider est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, entre telle et telle version, qu'est-ce qui est le plus pertinent au final. Donc la mise en place de la plateforme a demandé plusieurs étapes. La première, c'est que pour se mesurer, il faut avoir des données à mesurer. Et il faut en gros savoir pour un CV qu'est-ce que je cherche à extraire. Ou pour un CV, quelles sont les offres d'emploi que j'espère voir apparaître en face quand je le mets dans mon outil. Pour ça, il a fallu se constituer un dataset de référence. Et on a choisi de créer une interface d'annotation qu'on a appelée l'annotator,
qui permet de visualiser des CV. Je vais vous montrer un exemple juste après. De visualiser un CV et puis de dire pour tel CV, je voulais reconnaître data scientist, ingénieur logistique, etc. Et d'avoir la vérité terrain de ce que j'attends. Forcément, ça c'est fastidieux, ça demande du temps. Mais heureusement, on a des collègues. Et donc une fois qu'on leur a mis à disposition l'outil, le plus important, c'est d'être capable de stocker combien de CV à chaque personne et de créer un leaderboard et de dire, à votre avis, qui dans l'entreprise est capable d'annoter le plus de CV? Et là, la compétitivité des personnes fait le reste et vous pouvez annoter tout un tas de CV. Il a fallu les choisir, ces CV qu'on voulait annoter, de manière à avoir à la fois quelque chose qui représente notre base d'utilisateurs et en même temps quelque chose qui nous apporte suffisamment de variété pour qu'on aille se mesurer sur différentes parties du spectre du domaine de l'emploi. Donc, c'est-à-dire pas avoir que des gens du commerce-vente et du secrétariat administratif qui sont deux catégories très représentées dans les utilisateurs, mais aussi aller voir ce qui se passe du côté du droit, de l'architecture, de l'artisanat, parce que même si on a moins de gens qui viennent de ces domaines-là, on veut quand même être bon le jour où ces personnes-là viennent chez nous. En tout, on en a noté à peu près 500. C'est pas tout à fait les mêmes entre les métiers et les compétences. Je pense qu'on a dû, au global, enfin, entre 5 et 600. Ouais, chaque campagne, il y en a entre 5, 6, 700 qui sont invités. Et après, ce qui est intéressant, c'est que sur ce genre de procédé, on a certains clients comme Manpower qui avaient des demandes spécifiques sur le secteur aéronautique. Et donc, on a pu collecter des CV, ils nous ont fait passer des CV vraiment spécifiques à aéro. On s'est créé un dataset de référence aéro et on a réappris des modèles dédiés à l'aéronautique. Voilà. Donc l'outil se présente comme ça, je vous ai fait quelques captures d'écran. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible parce que c'est pas hyper passionnant d'annoter des CV, donc il faut que ça aille vite. Donc on a branché ça à notre thésaurus de métier, par exemple. Donc quand vous commencez à taper quelque chose, on vous suggère tout de suite les métiers qui pourraient correspondre. Si vous trouvez votre bonheur, parfait, vous cliquez. Et si vous voulez rajouter un métier, parce que dans le thésaurus, il n'y a pas tout, et c'est justement l'un des intérêts d'avoir un dataset de référence, c'est aussi d'être capable de mesurer à quel point on couvre les métiers présents ou pas. Pas de souci, vous pouvez rajouter des métiers. Donc là, par exemple, on a rajouté quelques métiers. On peut aussi dire, ah ben là, attention, je repère une expression qui ressemble à un métier, mais en fait, c'est pas un métier. Puisque j'ai la compétence supply chain management, mais ça ne veut pas dire que j'ai été manager supply chain. Donc on a aussi demandé aux gens d'annoter ce genre de pièges, de faux amis, parce que voilà, on s'est dit, quitte à passer tous les CV en revue, c'est aussi intéressant d'avoir cette information pour la travailler derrière. Donc ça, c'est la même chose sur les compétences. L'interface est très semblable, mais branchée cette fois au thésaurus de compétences. Et voilà, là on voit par exemple, on n'avait pas LLP dans le thésaurus, donc quand on a annoté le CV, on l'a rajouté et ça dit à la personne, ok, j'ai compris, c'est une compétence que je ne connais pas, voilà, ça la rajoute. Donc on a fait ça, ça nous a pris un peu de temps. Plusieurs mois. Ouais, au moins quelques semaines. Et une fois qu'on a eu ce dataset, on pouvait passer à la phase vraiment mesure, évaluation. Donc là aussi, on est parti sur une plateforme en Python où on a recréé une brique qui refait l'extraction des CV de la même manière que ce que fait la prod, mais donc avec les petites options dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont on avait besoin, mais qui prend en entrée les mêmes fichiers PDF, docx, etc. et qui va sortir pour chaque un JSON avec l'analyse structurée du CV. On a aussi une brique qui va récupérer les vérités terrain, donc tout ce qu'on a annoté dans la base de l'annotator, qui nous sort aussi une liste de JSON. Et on donne tout ça à un objet qu'on a appelé scorer. Et c'est cet objet, en fait, qui va comporter des mécanismes de comparaison entre les deux pour les aligner et dire là il manque ça, on a mis ça en trop, on s'est trompé. Et aussi les mécanismes ensuite de mesure. Je vais parler des mesures juste après. Donc on en a fait de plusieurs types parce qu'il y a des fois où vous voulez juste vérifier, j'avais ça à trouver, oui, non, j'avais
réussi à le trouver. Et puis il y a d'autres fois où l'ordre dans lequel vous les trouvez, dans lequel vous les remontez, est important. On veut avoir vraiment les métiers les plus pertinents en haut, ce genre de choses. Ou typiquement pour les offres d'emploi, on veut que les offres les plus pertinentes, il y a plein d'offres d'emploi qui peuvent correspondre à un CV, mais elles sont pas toutes, elles correspondent pas toutes aussi bien au profil de la personne. Donc là, l'ordre avait une importance, on voulait être capable de mesurer ça aussi. Et ensuite, derrière, on donne tout ça à une étape de reporting, où là, on a choisi les KPI qu'on voulait suivre, on a fait en sorte de mettre tout ça en forme et de se sortir des petits rapports HTML qu'on pouvait historiser et puis comparer comme ça entre les différentes choses qu'on testait. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Après, ok. Au niveau des métriques qu'on a choisi de suivre, de manière assez classique pour de l'extraction d'informations, on est parti sur précision et rappel. Donc au niveau d'un CV, ça correspond à la précision, savoir de tout ce que j'ai extrait, qu'est-ce qui était vraiment bon et intéressant, qu'est-ce qui était pertinent. Et le rappel, par rapport à tout ce que j'attendais, combien j'ai réussi à effectivement trouver dans mon analyse du CV. Et ça, vous pouvez donc avoir un score pour chaque CV. Et puis, comme je vous disais, on avait un jeu avec, mettons, 500 CV. Et il nous fallait un chiffre qui nous permette de résumer, d'agréger l'info, quoi. Donc là, pour un jeu de CV, vous pouvez choisir soit de calculer une macro moyenne de la précision et du rappel. Donc là, ça consiste à faire la moyenne de toutes les 500 précisions que vous avez calculées, la moyenne des 500 rappels que vous avez calculés, ou à faire une moyenne micro, où là c'est un peu différent. En fait, c'est où vous calculez une seule fois la précision, et par contre, vous comptez le nombre de valeurs correctement extraites sur tous les CV, divisé par le nombre de valeurs extraites sur tous les CV. Donc c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, une moyenne micro, ça va donner plus de poids aux documents qui sont plus longs, qui ont plus de compétences par exemple. Donc il suffit juste de savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans votre cas. Nous, au final, on utilise surtout la moyenne macro, mais dans d'autres cas, ça pourrait être intéressant de donner plus de poids aux documents qui sont plus longs, parce que peut-être qu'ils sont plus importants pour vous. Et autre chose qui était important pour nous, c'était de regarder la distribution de ces scores. C'est le graphique que je vous mets à droite, parce que, en gros, quand on fait une amélioration, on propose, disons, une optimisation, on veut que ça améliore de manière à peu près équivalente pour tous les CV. Ce qui est le cas, par exemple, si vous dites votre distribution de départ, c'est la bleue, et puis hop, vous passez à la grise, là, noir foncé. Là, on voit, on a tout décalé vers le 1. Plus on va vers 1, mieux c'est. Donc, tant mieux, on a réussi à améliorer à peu près tout le monde. Par rapport à la distribution verte, où là, on voit qu'on devient super bon pour un petit sous-set de CV. Par contre, pour le reste, on recule, quoi. En gros, on fait baisser la précision. Donc pour nous, ce genre de changement, c'est pas intéressant. On ne veut pas pénaliser tout le monde juste pour faire plaisir à quelques CV. D'autres métriques que l'on trouve intéressantes dans notre cas, c'est l'information error. Donc ça, c'est un score. C'est toujours entre 0 et 1, comme la précision et le rappel. Sauf que cette fois, vous voulez que ce soit le plus proche possible de 0. Et en fait, ça vous donne une mesure de l'effort que la personne va avoir à faire pour corriger l'analyse que vous lui avez sortie. En fait, ça correspond plus ou moins au nombre de clics que la personne va avoir à faire pour supprimer tous les métiers que vous avez trouvés mais qui en fait ne l'intéressent pas et rajouter tous les métiers que vous avez oubliés, à côté desquels vous êtes passé. Et du coup, ça, c'était intéressant pour nous de pouvoir mesurer parce que, en gros, si vous divisez ce score par 2, vous divisez par 2 l'effort que la personne va avoir à fournir pour corriger votre outil. Donc, forcément, on veut que du premier coup, elle ait tout ce qu'elle attend, et pas plus. D'autres métriques intéressantes, on a la précision et le rappel ATK. Donc ça, c'est, en gros, au lieu de calculer précision et rappel sur tout ce que vous avez extrait, vous vous limitez, par exemple, aux 5 premières valeurs, aux 10 premières valeurs. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez quelque chose où l'ordre a une importance. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, dans le matching, quand vous affichez les offres à une personne, vous savez bien qu'en fait, elle va regarder les 5 premières, éventuellement les 10 premières parce que vous en affichez 10 sur la page, et il y a 9 ans sur 10 pour qu'elle n'aille jamais à la page 2. C'est comme nous, on ne voit jamais la page de Google, vraiment on fait le coup.
vraiment rien sur la page 1. Mais donc on a envie non seulement de trouver les bonnes offres, mais on veut vraiment les faire remonter en premier. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant de regarder précision et rappel appliqué. Et dans le même genre d'idée, il y a la R précision. Donc là, vous fixez K qui a pour valeur le nombre d'annotations dans la vérité terrain. Et ça, c'est intéressant parce que par exemple, vous dites, moi j'affiche toujours les 20 meilleures compétences que je peux trouver. Mais peut-être que dans la notation, la personne, elle en entendait en fait que 8. Du coup, si vous calculez sur 20, forcément, même si vous mettez les 8 qu'elle attendait en premier, ben, vous ne pourrez pas atteindre 1. Alors que quand vous calculez précision et rappel, la R précision, dans ce cas-là, la précision égale le rappel, et justement, vous aurez un score de 1 sur les 8 premières fois. Donc ça vous dit, bah, même si vous en avez affiché plus, les 8 premières, c'était vraiment celles que vous attendiez. Ou pas, mais au moins ça vous permet de savoir. Voilà, et ça c'était pour vous montrer un peu les rapports, à quoi ils ressemblent. Donc pour chaque run de mesure qu'on faisait, bah, on peut se mettre une petite description de ce qu'on est en train de tester, et puis on a un rappel des métriques importantes, des graphiques, des distributions, enfin tout ce qui nous intéresse, et ça nous permet de... On peut jouer plusieurs tests à la suite de manière automatisée, ça nous sort les rapports, et après on peut analyser tout ça tranquillement. Et pour terminer, on voulait vous présenter quelques améliorations qu'on a pu faire sur l'outil parce qu'on avait de quoi se mesurer. Parce que sinon, c'est très compliqué de dire, bon, bah allez, on va changer l'algo, je pense que ce sera mieux de faire ça. Ouais, mais peut-être pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'annoter un petit jeu de 500 CV, on va faire la modif, on va mesurer, et puis si c'est bon, effectivement, ça partira en prod. Mince. Donc on a pu travailler sur les thésaurus. Donc comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur l'enrichissement des thésaurus de métiers notamment, et on a pu aller mesurer est-ce qu'effectivement rajouter des métiers c'était plus intéressant, parce que plus vous rajoutez de métiers, plus vous rajoutez la potentialité pour se tromper. Donc on voulait vérifier qu'on gagnait plus que ce qu'on perdait. On a aussi travaillé sur le jeu d'apprentissage pour notre modèle de métier. Ça a été possible surtout en analysant tout ce que les gens avaient annoté en métier à exclure. Vous savez, la partie que je vous ai montrée tout à l'heure. Parce que du coup, on s'est aperçu qu'il y avait certains cas qui revenaient assez souvent, sur lesquels on n'était pas forcément très bon. Et du coup, ça avait un intérêt d'aller modifier notre jeu d'apprentissage pour que le modèle se renforce sur ces parties-là. On a aussi travaillé sur l'analyse sémantique, avec notamment une amélioration de la gestion des stop words pour, donc, comme disait Jérémy tout à l'heure, pouvoir mieux gérer technicien maintenance, technicien de maintenance, parce que des cas comme ça, il y en a des tas. Conseiller la clientèle et conseiller clientèle, on peut faire une grande liste. Donc on a pu travailler là-dessus. Et enfin, travailler aussi sur la toute première étape, qui finalement, si celle-ci vous la loupez, vous partez très mal quand même. Donc on a en fait ajouté un OCR dans la première version du CV Catcher. Donc on traitait les PDF, les docx, mais on ne traitait pas les images. Dans la nouvelle version du CV Catcher, vous pouvez mettre une photo, un JPEG, enfin ce que vous voulez quoi, une photo, ou alors aussi mettre, et ça arrive assez souvent, un PDF dans lequel vous n'avez pas du vrai texte PDF structuré, mais en fait c'est une image qui est insérée dans le PDF. Du coup, si vous passez un extracteur PDF dessus, il ne retirera pas de texte. Si vous le passez d'abord dans une brique OCR, on va pouvoir récupérer du texte et travailler dessus. Donc ça nous a permis aussi de mesurer le gain qu'on avait à rajouter cette brique en regardant combien de CV supplémentaires on était capable pour combien de CV supplémentaires on était capable d'aller reconnaître des choses, parce que finalement on avait juste du texte là où avant on n'en avait pas. Voilà, et ça, donc c'était juste pour illustrer d'où on partait, et puis on voit qu'à chaque étape, on va nous se remesurer, chaque fois qu'on fait une modif en fait, chaque fois que je fais une modif importante dans le code du CV Catcher, je vais rejouer tous mes tests sur les métiers, sur les compétences, sur l'extraction des offres, pour vérifier que déjà j'ai amélioré ce que je voulais améliorer, et aussi que je n'ai pas dégradé en manière dommage collatéral d'autres choses à côté qui fonctionnaient bien avant, pour être sûr de maintenir toujours un niveau de mieux en mieux. Voilà.
Je vais terminer ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.